Il est 23h47. Marie fixe son écran d'ordinateur depuis maintenant 4 heures. Son examen de demain matin approche à grands pas et elle a l'impression que les mots dansent devant ses yeux sans jamais vraiment pénétrer dans son cerveau. Elle relit pour la 5e fois le même paragraphe de son cours d'économie. Mais impossible de s'en souvenir. Son téléphone vibre. Une notification Instagram, puis une autre, puis un message dans le groupe de classe. « Juste un coup d'œil rapide », se dit-elle. 15 minutes plus tard, elle émerge d'un tourbillon de stories et de vidéos encore plus stressée qu'avant. Son café est froid. Ses notes sont surlignées de toutes les couleurs possibles, au point qu'on ne distingue plus ce qui est vraiment important. Et cette petite voix dans sa tête ne cesse de murmurer « Tu n'y arriveras jamais. Tu aurais dû commencer plus tôt. Tu es nul en révision. » Marie n'est pas seule. En ce moment même, dans des milliers de chambres d'étudiants à travers le monde, la même scène se répète. Des jeunes gens brillants, motivés, qui veulent réussir, mais qui sont prisonniers d'un système de révision complètement obsolète. Un système qu'on leur a appris à l'école, qu'ils reproduisent mécaniquement, mais qui ne fonctionne tout simplement pas. Parce que, voici la vérité que personne ne vous dit. Vous n'avez jamais vraiment appris comment apprendre. On vous a demandé de mémoriser des dates, des formules, des définitions. On vous a donné des examens à passer, des notes à obtenir. Mais personne ne vous a jamais enseigné la science de l'apprentissage. Personne ne vous a expliqué comment fonctionne réellement votre cerveau et comment exploiter ces mécanismes naturels pour apprendre plus vite, retenir plus longtemps et réussir avec moins de stress. Alors, vous faites ce que font des millions d'étudiants, vous relisez vos notes encore et encore, en espérant qu'à force de répétition, quelque chose finira par rester. Vous passez des heures assis à votre bureau, en vous disant que plus vous y consacrez de temps, meilleurs seront vos résultats. Vous surlignez, vous recopiez, vous créez de jolies fiches de révision colorées. Et pourtant, le jour de l'examen, c'est le trou noir. Mais imaginez un instant une autre réalité. Imaginez que vous puissiez étudier pendant la moitié du temps habituel et obtenir 2 fois plus de résultats. Imaginez que vous puissiez retenir ce que vous apprenez, non pas pendant quelques jours, mais pendant des mois, voire des années. Imaginez que réviser ne soit plus une torture, mais un processus fluide, efficace, presque plaisant. Cette réalité existe, et elle est accessible à tous ceux qui acceptent de changer leur approche de l'apprentissage. Dans cette vidéo, j'avais partagé avec vous 6 techniques scientifiquement prouvées qui vont transformer votre façon d'étudier. Ces méthodes ne sont pas basées sur mon opinion personnelle ou sur des trucs et astuces douteux trouvés sur Internet. Elles sont le résultat de décennies de recherches en neurosciences, en psychologie cognitive et en sciences de l'éducation. Ces techniques sont utilisées par les meilleurs étudiants des meilleures universités du monde, par les athlètes de haut niveau qui doivent mémoriser des stratégies complexes, par les professionnels qui apprennent de nouvelles compétences tout au long de leur carrière. Et aujourd'hui, vous allez les découvrir. Mais attention, si vous ignorez ces conseils, si vous continuez à étudier comme vous l'avez toujours fait, vous allez rester coincé dans ce cycle infernal. Les révisions de dernière minute, le stress qui monte à l'approche des examens, les nuits blanches qui détruisent votre santé, les résultats décevants malgré tous vos efforts et cette frustration constante de savoir que vous pourriez faire mieux si seulement vous saviez comment. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que le dernier conseil que je vais partager avec vous est celui qui fait vraiment la différence. C'est le secret que les étudiants d'élite connaissent, mais que personne ne vous enseigne à l'école. Et c'est ce qui va transformer non seulement vos résultats académiques, mais votre relation entière avec l'apprentissage. Êtes-vous prêt à découvrir comment votre cerveau fonctionne vraiment et comment en tirer le maximum? Alors, c'est parti. Astuce 1. Trompe ton cerveau pour qu'il étudie. Commençons par comprendre un principe fondamental. Votre cerveau est naturellement paresseux. Non, ce n'est pas une insulte, c'est une réalité biologique. Votre cerveau représente environ 2% de votre poids corporel, mais il consomme près de 20% de votre énergie totale. C'est une machine incroyablement gourmande en ressources. Alors, comme tout système intelligent, il a développé des mécanismes pour économiser son énergie autant que possible. C'est pour cette raison qu'il résiste naturellement aux tâches difficiles. C'est pour cela qu'il préfère les récompenses immédiates et faciles. Scroller sur les réseaux sociaux, regarder une vidéo drôle, grignoter un snack. Ces activités ne demandent aucun effort et procurent un plaisir instantané. Étudier, en revanche, c'est difficile. Ça demande de la concentration, de l'effort mental, de la discipline. Et votre cerveau primitif, celui qui a évolué pendant des millions d'années pour assurer votre survie, ne voit pas l'intérêt immédiat de mémoriser des formules mathématiques ou les dates de la Révolution française. Mais voici ce qui est fascinant.
ce même cerveau peut être manipulé, dans le bon sens du terme. Laissez-moi vous parler de la loi de Parkinson. C'est un principe découvert en 1955 par Cyril Northcote Parkinson, un historien britannique. Cette loi stipule que le travail s'étend de manière à remplir le temps disponible pour son achèvement. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Si vous vous dites « je vais étudier pendant 3 heures cet après-midi », devinez quoi ? Votre travail prendra exactement 3 heures. Mais attention, ces 3 heures ne sont pas 3 heures de travail, pur et concentré. Non, ce seront 3 heures remplies de distractions, de pauses non planifiées, de moments où vous fixez votre page sans vraiment lire, de vérification compulsive de votre téléphone. Votre cerveau sait qu'il a 3 heures devant lui, alors il n'a aucune urgence. Il peut se permettre de traîner, de procrastiner, de prendre son temps. Le résultat, vous passez 3 heures assis à votre bureau, vous vous sentez épuisé, mais vous n'avez accompli qu'une fraction de ce que vous auriez pu faire. Alors, comment contourner ce mécanisme pervers ? La solution est contre-intuitive, mais redoutablement efficace. Réduisez drastiquement le temps alloué à votre session d'études. Au lieu de vous dire « je vais étudier pendant des heures », changez complètement de paradigme. Dites-vous simplement « je vais étudier pendant 20 minutes ». Juste 20 minutes. Pourquoi cette approche est-elle si puissante ? Premièrement, parce que 20 minutes, c'est psychologiquement acceptable. Votre cerveau ne résiste pas. Face à un marathon de 3 heures, il déclenche toutes ses alarmes. « Non, 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 c'est trop, je ne veux pas ». Mais face à 20 minutes petites, il se dit « bon, ok, je peux gérer ça ». La résistance s'écroule. Deuxièmement, parce que le plus difficile dans l'étude, ce n'est pas de continuer, c'est de commencer. C'est ce qu'on appelle l'inertie. Un objet au repos a tendance à rester au repos. Un objet en mouvement a tendance à rester en mouvement. C'est vrai pour les objets physiques et c'est tout aussi vrai pour votre motivation. Quand vous êtes affalé sur le canapé, l'idée de vous lever et d'aller étudier semble insurmontable. C'est comme gravir l'Everest. Mais une fois que vous avez commencé, une fois que vous êtes lancé, continuer devient naturel. C'est comme pousser une voiture. Le plus dur, c'est de la mettre en mouvement. Une fois qu'elle roule, la maintenir en mouvement demande beaucoup moins d'efforts. Alors, voici exactement comment appliquer cette technique. Étape 1, ne vous fixez jamais d'objectif de temps massif. Oubliez les « je vais étudier toute la journée » ou « je vais réviser pendant 4 heures ce soir ». Ces déclarations grandiloquentes sont la meilleure façon de ne jamais commencer. Étape 2, utilisez la technique du micro-engagement. Dites-vous « je vais juste faire 20 minutes » ou même 10 minutes si 20 vous semble trop. L'important, c'est que l'engagement soit si petit que votre cerveau ne puisse pas le refuser. Étape 3, mettez un minuteur, c'est crucial. Lancez un chronomètre de 20 minutes sur votre téléphone ou utilisez une application comme Forest ou Pomodoro Timer. Le fait d'avoir un compte à rebours crée une urgence artificielle et vous aide à rester concentré. Étape 4, pendant ces 20 minutes, travaillez avec une intensité absolue. Pas de téléphone, pas de notification, pas de juste un coup d'œil rapide à Instagram. C'est 20 minutes de concentration pure. Vous pouvez faire ça. N'importe qui peut rester concentré pendant 20 minutes. Étape 5, observez ce qui se passe. Très souvent, une fois que vos 20 minutes sont écoulées, quelque chose de magique se produit. Vous ne voulez pas arrêter. Vous êtes dans le flow, vous avez pris votre élan et continuer semble plus facile qu'arrêter. Alors, vous continuez naturellement. Et si vraiment, au bout de 20 minutes, vous êtes épuisé et ne pouvez plus continuer, aucun problème. Vous avez fait 20 minutes de travail efficace. C'est toujours 20 minutes de plus que si vous aviez passé la soirée à procrastiner en vous disant que vous alliez bientôt commencer. Voici une vérité que j'ai apprise à mes dépens. Il vaut mieux faire 20 minutes de travail concentré que 3 heures de pseudo-travail distrait. La qualité surpasse toujours la quantité. Et le secret pour obtenir de la qualité, c'est de tromper votre cerveau pour qu'il commence. Parce qu'une fois qu'il a commencé, il continue tout seul. C'est comme appuyer sur le bouton play d'une vidéo. Le plus dur, ce n'est pas de regarder la vidéo, c'est d'appuyer sur le bouton. Une fois que vous avez appuyé, le reste se déroule naturellement. Alors la prochaine fois que vous devez étudier, ne vous lancez pas dans un discours mental sur les heures de travail qui vous attendent. Dites-vous simplement « Allez, 20 minutes. Je peux faire 20 minutes. » Et regardez la magie opérer. Astuce 2, apprends comme un génie. Albert Einstein, l'un des plus grands esprits de l'histoire de l'humanité, a dit quelque chose de profondément révélateur. Si tu ne peux pas l'expliquer simplement, c'est que tu ne le comprends pas assez bien. Cette phrase contient l'essence même d'un apprentissage véritable.
Et pourtant, la plupart des étudiants font exactement l'inverse. Ils lisent un chapitre, ils surlignent des passages, ils recopient des définitions, ils pensent qu'ils ont compris. Puis, le jour de l'examen, ils se rendent compte qu'ils sont incapables d'expliquer ce qu'ils ont appris. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais vraiment compris. Ils ont juste créé une illusion de connaissance. C'est ce qu'on appelle en psychologie cognitive l'illusion de compétence. Quand vous relisez vos notes, tout vous semble familier. Votre cerveau reconnaît les informations et vous envoie un signal « Oui, je connais ça, je l'ai déjà vu ». Vous confondez cette familiarité avec la compréhension. Vous pensez que parce que vous reconnaissez l'information, vous la maîtrisez. Mais reconnaître et comprendre sont deux choses radicalement différentes. Imaginez que je vous montre une photo d'une personne célèbre. Vous la reconnaissez immédiatement. Ah oui, je connais cette personne. Mais si je vous demande ensuite de dessiner cette personne de mémoire sans regarder la photo, vous aurez beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce que reconnaître et reproduire sont deux processus mentaux complètement différents. C'est exactement ce qui se passe avec vos révisions. Relire vos notes vous donne l'impression de connaître la matière parce que vous la reconnaissez. Mais quand vient le moment de l'examen, quand vous devez produire cette connaissance, la reproduire, l'appliquer à de nouveaux problèmes, vous vous rendez compte que ce n'était qu'une illusion. Alors, comment passer de la simple reconnaissance à la compréhension profonde ? La réponse tient à un mot : enseignement. Voici une technique utilisée par les meilleurs étudiants du monde et qui a un nom. La technique Feynman, du nom du physicien et prix Nobel Richard Feynman. Feynman était célèbre pour sa capacité à expliquer des concepts scientifiques extrêmement complexes dans un langage simple et accessible. Il disait que si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas assez bien. Et il avait raison. Parce que quand vous essayez d'expliquer un concept à quelqu'un d'autre, surtout à quelqu'un qui n'a aucune connaissance préalable du sujet, vous êtes obligé de structurer vos pensées. Vous ne pouvez pas juste réciter des phrases apprises par cœur. Vous devez organiser l'information de manière logique et cohérente. Identifiez les points clés. Vous devez distinguer l'essentiel de l'accessoire. Qu'est-ce qui est vraiment important dans ce concept ? Qu'est-ce qui peut être simplifié ou éliminé ? Utilisez vos propres mots. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière le jargon technique ou les définitions apprises par cœur. Vous devez traduire les concepts dans un langage que vous maîtrisez vraiment. Repérez vos ondes d'ombre. C'est là que la magie opère. Quand vous essayez d'expliquer quelque chose et que vous bloquez, que vous ne trouvez pas les mots, que vous vous embrouillez, vous venez de découvrir exactement ce que vous ne comprenez encore pas. Ces moments de blocage sont des cadeaux. Ils vous montrent précisément où vous devez concentrer vos efforts. Voici comment appliquer la technique Feynman concrètement. Étape 1. Choisissez un concept que vous venez d'étudier. Ça peut être une loi scientifique, un événement historique, une théorie économique, n'importe quoi. Étape 2. Imaginez que vous devez expliquer ce concept à un enfant de 5 ans. Oui, 5 ans. Pas à un autre étudiant de votre niveau, pas à votre professeur, à un enfant qui ne connaît rien au sujet. Étape 3. Expliquez le concept à voix haute comme si l'enfant était vraiment devant vous. N'écrivez pas dans votre tête, parlez réellement à voix haute. C'est crucial. Parler active des ondes différentes de votre cerveau et rend l'exercice beaucoup plus efficace. Utilisez des mots simples, des phrases courtes. Évitez tout jargon technique. Si vous devez utiliser un terme technique, expliquez-le immédiatement dans un langage de tous les jours. Par exemple, au lieu de dire « la photosynthèse est le processus par lequel les organismes chlorophylliens convertissent l'énergie lumineuse en énergie chimique », vous pourriez dire « les plantes mangent la lumière du soleil. Elles transforment cette lumière en nourriture pour grandir ». Étape 4. Identifiez vos zones de blocage. Pendant que vous expliquez, prêtez attention au moment où vous utilisez des mots compliqués que vous ne pourriez pas expliquer simplement, vous vous embrouillez dans vos explications, vous réalisez que vous ne pouvez pas justifier ou illustrer ce que vous dites. Vous récitez une définition sans vraiment la comprendre. Chaque fois que cela arrive, marquez mentalement ce point. C'est là que vous devez retourner étudier. Étape 5. Retournez à vos sources et comblez les lacunes. Reprenez votre cours, votre manuel, vos notes, mais cette fois, vous ne lisez pas passivement. Vous cherchez activement à comprendre les points précis qui vous ont posé problème. Étape 6.
simplifiez encore plus. Une fois que vous pensez avoir compris, réessayez d'expliquer. Mais cette fois, faites-le encore plus simplement. Utilisez des analogies. Racontez une histoire. Dessinez un schéma simple. Si vous étudiez la chute de l'Empire romain, par exemple, au lieu de réciter une liste de causes, racontez l'histoire comme un film. Imagine un immense château avec des milliers de pièces. Au début, les gens qui s'en occupent sont organisés et forts, mais petit à petit, ils deviennent paresseux. Étape 7. Répétez jusqu'à ce que l'explication coule naturellement. Quand vous pouvez expliquer le concept facilement, sans hésitation, sans jargon, avec vos propres mots, de manière à ce qu'un enfant comprenne, alors, et seulement alors, vous avez vraiment compris. Voici ce qui est extraordinaire avec cette technique. Elle transforme complètement votre relation avec le savoir. Vous ne mémorisez plus des faits isolés. Vous construisez une compréhension profonde et interconnectée. Vous ne regurgitez plus des informations lors de l'examen. Vous les possédez vraiment. Et il y a un bonus inattendu. Quand vous comprenez vraiment quelque chose, vous vous en souvenez naturellement. Vous n'avez plus besoin de l'effort constant de mémorisation. La connaissance reste ancrée dans votre esprit parce qu'elle fait sens. C'est la différence entre apprendre une suite aléatoire de chiffres par cœur et comprendre l'histoire derrière ces chiffres. L'histoire, vous vous en souviendrez toute votre vie. Les chiffres isolés, vous les oublierez en quelques jours. Alors, à partir d'aujourd'hui, après chaque session d'étude, prenez 5 minutes pour expliquer à voix haute ce que vous venez d'apprendre. Imaginez que vous êtes un professeur enseignant à un enfant curieux. Non seulement vous apprendrez plus vite et plus profondément, mais vous découvrirez aussi le plaisir de vraiment comprendre. Et croyez-moi, c'est un plaisir qui dépasse de loin la satisfaction superficielle d'avoir fini de lire un chapitre. Astuce 3. Arrête de relire. Commence à tester ton cerveau. Imaginez 2 étudiants, appelons-les Sophie et Thomas. Sophie passe 4 heures à relire ses notes de cours, à les surligner avec différentes couleurs, à les recopier dans un joli cahier avec des titres bien organisés. Elle se sent productive. Elle a l'impression de travailler dur. Thomas, lui, lit ses notes une seule fois pendant 30 minutes. Puis, il ferme son cahier et passe 1 heure à essayer de se rappeler ce qu'il vient de lire, à s'auto-interroger, à écrire tout ce dont il se souvient sur une feuille blanche. 1 semaine plus tard, lors de l'examen, qui obtiendra les meilleurs résultats ? Contre-intuitivement, c'est Thomas. Et ce n'est même pas un débat, les recherches scientifiques sont unanimes sur ce point. Laissez-moi vous parler d'une étude fascinante menée par Jeffrey Karpik et Janelle Blunt, 2 chercheurs en psychologie cognitive. Ils ont demandé à des étudiants d'apprendre un texte scientifique complexe. Un groupe a utilisé la méthode traditionnelle, relire le texte plusieurs fois, créer des mind maps, organiser les informations. L'autre groupe a lu le texte une seule fois, puis a passé le même temps à se tester sur le contenu. 1 semaine plus tard, lors d'un test surprise, les étudiants qui avaient utilisé l'auto-évaluation ont obtenu des scores supérieurs de 50% à ceux qui avaient passé leur temps à relire et organiser l'information. 50% de différence, c'est énorme. Pourquoi ces différences spectaculaires ? La réponse se trouve dans un concept puissant appelé l'évocation active, ou active recall en anglais. Voici ce qui se passe dans votre cerveau quand vous relisez vos notes. Vous reconnaissez les informations. Elles vous semblent familières. Votre cerveau se dit « Oui, je connais ça ». Cette reconnaissance crée une sensation agréable de maîtrise. Vous vous sentez bien. Vous pensez que vous apprenez. Mais voici la réalité brutale. Cette reconnaissance ne crée pas de nouvelles connexions neuronales solides. C'est un processus passif. Votre cerveau n'a pas besoin de faire d'efforts. Les informations entrent, glissent sur votre conscience et ressortent. Maintenant, voyons ce qui se passe quand vous vous testez. Vous fermez votre cahier, vous essayez de vous rappeler. Votre cerveau fouille dans sa mémoire, cherche les informations, tente de les récupérer. C'est difficile, c'est inconfortable. Parfois, vous ne trouvez pas. C'est frustrant. Mais voici la magie. Cet effort de récupération est exactement ce qui crée l'apprentissage. Chaque fois que votre cerveau doit lutter pour se souvenir de quelque chose, il renforce les connexions neuronales associées à cette information. C'est comme exercer un muscle. Ce n'est pas quand vous êtes confortablement assis sur votre canapé que vos muscles se développent. C'est quand vous les sollicitez, quand vous leur imposez un effort. Le cerveau fonctionne exactement pareil. L'effort de récupération est ce qui solidifie la mémoire. C'est pour cette raison que les examens, aussi stressants soient-ils, sont en réalité d'excellents outils d'apprentissage.
pas à cause des notes, mais à cause de l'acte même de récupération d'informations qu'ils imposent. Voici une autre découverte fascinante. Quand vous vous testez et que vous vous trompez, que vous ne trouvez pas la réponse, ce n'est pas un échec. C'est en fait le moment le plus puissant pour l'apprentissage. Pourquoi ? Parce que quand vous cherchez activement une information, même si vous ne la trouvez pas, vous créez un chemin dans votre cerveau. Ensuite, quand vous consultez la bonne réponse, votre cerveau peut emprunter ce chemin que vous venez de créer. L'information s'ancre beaucoup plus profondément que si vous l'aviez simplement lue passivement. C'est ce qu'on appelle l'effet de génération. L'information que vous essayez activement de produire, même sans succès, se grave beaucoup plus profondément dans votre mémoire que l'information que vous consommez passivement. Alors, comment mettre en pratique l'évocation active ? Voici plusieurs techniques concrètes. Technique 1, la feuille blanche. C'est la plus simple et peut-être la plus puissante. Après avoir lu un chapitre ou assisté à un cours, prenez une feuille blanche complètement vierge. Fermez vos notes et essayez d'écrire tout ce dont vous vous souvenez. Pas de structure particulière au départ. Laissez votre cerveau déverser tout ce qu'il a retenu. Les concepts principaux, les détails, les exemples, les formules, tout. Une fois que vous avez écrit tout ce qui vous vient spontanément, commencez à organiser. Créez des titres, des sous-titres, reliez les concepts entre eux. Ensuite seulement, rouvrez vos notes et comparez. Qu'avez-vous oublié ? Qu'avez-vous mal compris ? C'est là que vous devez concentrer vos efforts de révision. Technique 2, les flashcards intelligentes. Les flashcards, ou cartes mémoire, sont un outil ancien mais redoutablement efficace quand vous les utilisez bien. Voici comment créer des flashcards efficaces. Côté face, une question spécifique ou un concept à expliquer. Côté pile, la réponse concise. Mais attention, ne vous contentez pas de créer des cartes avec « Question, qu'est-ce que la photosynthèse ?» Réponse, un processus biologique. Non, créez des cartes qui vous forcent à réfléchir. Expliquez pourquoi les plantes ont besoin de lumière pour vivre. Quelles seraient les conséquences si la photosynthèse s'arrêtait soudainement sur Terre? Comparez la photosynthèse avec la respiration cellulaire. Et voici l'erreur fatale que font 90% des étudiants. Ils les feuillettent rapidement en regardant la réponse presque immédiatement. Non, 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 ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous lisez la question, vous fermez les yeux, vous vous forcez à formuler mentalement une réponse complète. Vous prenez votre temps et seulement après avoir vraiment cherché, vous retournez la carte pour vérifier. Si vous aviez raison, parfait. Si vous vous êtes trompé, ne passez pas immédiatement à la carte suivante. Lisez la bonne réponse attentivement. Réfléchissez à pourquoi vous vous êtes trompé. Puis, remettez cette carte dans la pile pour la revoir plus tard. Technique 3, l'enseignement imaginaire. C'est une extension de la technique Feynman dont nous avons parlé précédemment. Imaginez que vous devez donner un cours sur le sujet que vous venez d'étudier, mais sans notes. Juste vous, debout devant une classe imaginaire. Parlez à voix haute. Expliquez le sujet du début à la fin. Posez des questions rhétoriques. Donnez des exemples. Anticipez les questions que votre audience pourrait poser. Chaque fois que vous bloquez, que vous ne savez plus quoi dire, notez-le. C'est un trou dans votre compréhension. Retournez réviser ce point spécifique. Technique 4. Les questions d'examen pratiques. Si vous avez accès à des examens des années précédentes, c'est de l'or pur. Ne les utilisez pas quand vous serez prêt. Faites-les avant même d'avoir fini d'étudier tout le cours. Oui, vous allez vous sentir perdu. Oui, vous ne connaîtrez pas toutes les réponses. C'est exactement le but. Faire un examen blanc avant d'avoir étudié vous montre immédiatement quel chapitre tombe vraiment à l'examen. Quel type de question est posé? Quel niveau de détail est attendu? Quelles sont vos plus grandes lacunes? Et ensuite, quand vous étudiez, vous le faites de manière ciblée. Vous savez exactement ce qui compte. Vous ne perdez plus de temps sur des détails qui ne tomberont jamais à l'examen. Technique 5. La répétition espacée. Voici un fait troublant sur votre mémoire. Vous oubliez la majorité de ce que vous apprenez dans les 24 heures premières. C'est ce qu'on appelle la courbe de l'oubli, découverte par le psychologue Hermann Ebbinghaus au XIXe siècle. Sans révision, votre cerveau perd environ 70% des nouvelles informations en une journée. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez contrer ce processus. Chaque fois que vous récupérez activement une information de votre mémoire, vous ralentissez son déclin. Et plus vous espacez ces récupérations dans le temps, plus l'information devient permanente. Voici le calendrier idéal de révision. Première révision, le jour même, quelques heures après avoir étudié. Deuxième révision, le lendemain.
Troisième révision, 3 jours plus tard. Quatrième révision, 1 semaine plus tard. Cinquième révision, 2 semaines plus tard. Sixième révision, 1 mois plus tard. À ce stade, l'information est ancrée dans votre mémoire à long terme. Vous vous en souviendrez pendant des mois, voire des années, sans effort supplémentaire. Il existe des applications fantastiques qui automatisent ce processus pour vous. Anki, Quizlet, Remnote. Elles utilisent des algorithmes de répétition espacés qui vous présentent chaque carte de révision exactement au moment où vous êtes sur le point de l'oublier. Le piège à éviter absolument. Maintenant, laissez-moi vous mettre en garde contre une erreur catastrophique que commettent beaucoup d'étudiants. Ne confondez pas reconnaissance et rappel. Quand vous utilisez des flashcards ou que vous vous testez, votre cerveau va vous jouer des tours parfois. Vous allez lire une question et penser immédiatement « Ah oui, je sais ça ». Puis vous allez regarder la réponse et vous dire « Oui, c'est exactement ce que j'allais dire ». Mais soyez honnête avec vous-même. Auriez-vous vraiment pu formuler cette réponse sans regarder? Ou est-ce que vous la reconnaissez simplement maintenant qu'elle est devant vos yeux? C'est la différence entre reconnaître le visage d'une personne dans une foule, facile, et être capable de dessiner ce visage de mémoire, difficile. À l'examen, on ne vous demandera pas de reconnaître la bonne réponse parmi plusieurs options. On vous demandera de la produire vous-même. Donc entraînez-vous à produire, pas à reconnaître. Voici votre nouveau mantra. Si je ne peux pas l'écrire ou l'expliquer sans regarder mes notes, je ne le sais vraiment pas. C'est dur à entendre, c'est inconfortable, mais c'est la vérité qui fera la différence entre un étudiant moyen et un étudiant excellent. Donc, à partir d'aujourd'hui, transformez votre façon d'étudier. Moins de relecture passive, plus d'évocation active. Testez-vous constamment, impitoyablement, honnêtement. Au début, ce sera difficile, ce sera frustrant. Vous aurez l'impression de progresser moins vite. Mais je vous promets que dans quelques semaines, quand vos camarades commenceront à paniquer avant l'examen en se rendant compte qu'ils ne se souviennent de rien malgré leurs heures de relecture, vous serez serein, parce que vous saurez que les informations sont solidement ancrées dans votre mémoire. Astuce 4. Le pouvoir du minuteur. Laissez-moi vous raconter quelque chose de fascinant sur la nature humaine. Avez-vous déjà remarqué que vous devenez miraculeusement super efficace juste avant une deadline? Quand vous y reste 2 heures avant de rendre un travail qui aurait dû vous prendre 2 semaines, soudainement vous entrez dans une zone de concentration absolue. Les distractions disparaissent. Votre téléphone pourrait exploser, vous ne le remarqueriez même pas. En 2 heures, vous abattez plus de travail que dans les 2 semaines précédentes. Ce n'est pas un hasard. C'est un phénomène psychologique puissant qu'on appelle l'effet d'urgence ou le deadline effect. Quand votre cerveau perçoit une menace imminente, en l'occurrence la possibilité de rater une échéance importante, il déclenche une cascade de réactions biologiques. Votre corps libère de l'adrénaline et du cortisol. Votre attention se focalise intensément. Les distractions perdent de leur attrait, vous entrez dans ce qu'on appelle un état de flow ou de concentration totale. Le problème, c'est que ce mécanisme naturel ne s'active que quand la deadline est vraiment imminente, quand le danger est réel et immédiat. Si votre examen est dans 3 semaines, votre cerveau se dit « pas de panique, on a le temps ». Et il continue à procrastiner joyeusement. Mais voici la question fascinante. Et si vous pouviez activer cette urgence artificiellement quand vous voulez? C'est exactement ce que permet la technique du minuteur, aussi connue sous le nom de technique Pomodoro. Pendant ces 5 minutes, levez-vous et marchez. Étirez-vous. Regardez par la fenêtre pour reposer vos yeux. Buvez de l'eau. Grignotez quelque chose. Oui, vérifiez votre téléphone si vous voulez, mais mettez un minuteur pour la pause aussi. Ce que vous ne devriez pas faire pendant la pause. Restez assis à votre bureau. Continuez à lire quelque chose de lié au travail. Scrollez sur les réseaux sociaux pendant 30 minutes sans vous en rendre compte. Étape 5. Recommencez. Après 4 sessions de travail, soit environ 2 heures, prenez une pause plus longue, 15 à 30 minutes. C'est le moment de vraiment déconnecter, de faire une activité complètement différente. Les variations de la technique. La durée classique est 25 minutes de travail plus 5 minutes de pause, mais vous pouvez adapter selon vos besoins.
25-5, parfait pour les tâches qui demandent une concentration intense. Résolution de problèmes, mémorisation. 50-10, mieux pour les tâches créatives ou la lecture longue. 90-20, pour les sessions de travail profond. Mais attention, c'est très exigeant. Expérimentez et trouvez ce qui fonctionne pour vous. L'important est la structure, pas la durée exacte. Le pouvoir psychologique du compte à rebours. Il y a quelque chose de profondément motivant dans un compte à rebours visible. Des applications comme Forest, Focus To Do ou même le simple minuteur de votre téléphone vous montrent le temps qui s'écoule. Vous pouvez voir visuellement votre progression. Plus que 15 minutes, je peux tenir 15 minutes. Plus que 5 minutes, allez, sprint final. Ce feedback visuel constant maintient votre motivation et votre concentration à un niveau élevé. Certaines applications comme Forest vont même plus loin. Elles plantent un arbre virtuel qui grandit pendant que vous travaillez. Si vous quittez l'application pour aller sur votre téléphone, l'arbre meurt. C'est un mécanisme de gamification simple mais étonnamment efficace. Personne ne veut tuer son petit arbre. Pourquoi ça marche si bien pour les étudiants ? La technique du minuteur est particulièrement adaptée aux étudiants pour plusieurs raisons. Elle élimine la procrastination. Allez, juste 25 minutes. Et beaucoup plus facile à accepter que « je vais étudier toute la soirée ». Elle crée une routine. Après quelques jours, votre cerveau commence à associer le minuteur avec la concentration. Dès que vous le lancez, vous entrez automatiquement en mode travail. Elle rend le temps visible. Au lieu de passer des heures vagues à étudier, vous accumulez des sessions concrètes. Aujourd'hui, j'ai fait 6 pomodoro, est une mesure claire de votre travail. Elle permet de mesurer la progression. Vous pouvez suivre combien de sessions il vous faut pour terminer un chapitre, résoudre un certain nombre d'exercices, etc. Cela vous aide à mieux planifier vos révisions. Elle est sociale. Vous pouvez faire des sessions de travail avec des amis, chacun sur son propre sujet, en synchronisant vos minuteurs. La pression sociale positive aide à rester concentré. Le défi que je vous lance. Voici mon défi pour vous. Essayez cette technique pendant une semaine. Juste une semaine. Téléchargez une application de Pomodoro ou utilisez simplement le minuteur de votre cuisine. Peu importe. Demain, quand vous devez étudier, lancez un minuteur de 25 minutes. Engagez-vous complètement pendant ces 25 minutes. Prenez une vraie pause de 5 minutes. Recommencez. Faites ça pendant une semaine et observez ce qui se passe. Je suis prêt à parier que vous allez découvrir 2 choses. Premièrement, vous allez accomplir 2 à 3 fois plus de travail dans le même laps de temps. Deuxièmement, vous allez vous sentir beaucoup moins épuisé et stressé à la fin de vos sessions d'études. Pourquoi ? Parce que vous aurez transformé l'étude d'un marathon épuisant en une série de sprints gérables. Et les sprints, votre cerveau adore ça. Astuce 5. Travaille plus intelligemment, pas plus longtemps. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de 2 étudiants que j'ai rencontrés. Lucas passait 8 heures par jour à étudier. Il était toujours à la bibliothèque, toujours plongé dans ses livres. Ses amis l'admiraient pour sa discipline. Lucas est tellement travailleur, disait-il. Pourtant, ses notes étaient moyennes. Bonnes, mais pas exceptionnelles. Et il était constamment épuisé, stressé, au bord du burn-out. Emma, elle, étudiait 3 heures par jour maximum. Elle avait le temps de faire du sport, de voir ses amis, de regarder des séries. Pourtant, elle était systématiquement dans le top 5% de sa promotion. Comment était-ce possible ? La différence ne résidait pas dans l'intelligence innée ou le talent naturel. La différence était dans la stratégie. Lucas étudiait tout avec la même intensité. Il passait autant de temps sur des détails mineurs que sur des concepts fondamentaux. Il voulait tout savoir, tout maîtriser parfaitement. C'était admirable, mais complètement inefficace. Emma, elle, appliquait un principe puissant qu'on appelle la règle 80-20, aussi connue sous le nom de principe de Pareto. Cette règle, découverte par l'économiste italien Vilfredo Pareto, stipule qu'environ 80% de vos résultats proviennent de 20% de vos efforts. Appliquez cela aux études, et cela signifie que 80% de vos points à l'examen proviendront de 20% de la matière que vous étudiez. C'est une affirmation audacieuse, je sais. Mais réfléchissez-y un instant. Dans n'importe quel cours, il y a
des concepts fondamentaux qui reviennent constamment, des applications pratiques qui tombent à chaque examen, des formules clés qui sont essentielles pour résoudre 80% des problèmes, et puis il y a des détails historiques intéressants mais rarement testés, des cas particuliers ultra spécifiques, des notes de bas de page et des anecdotes. Si vous passez autant de temps sur les détails que sur les fondamentaux, vous gaspillez une ressource précieuse et limitée, votre temps et votre énergie mentale. Voici la vérité brutale que personne ne vous dit. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, vous avez besoin de savoir ce qui compte vraiment. Comment identifier les 20% qui comptent ? La question cruciale devient donc comment identifier ces fameux 20%. Voici plusieurs stratégies concrètes. Stratégie 1. Analyser les examens passés. C'est de l'or pur, et pourtant, la plupart des étudiants ignorent cette ressource. Procurez-vous les examens des 3 dernières années si possible. Analysez-les méthodiquement. Quels chapitres reviennent systématiquement ? Quels types de questions sont posées ? Quels concepts sont testés sous différentes formes ? Y a-t-il des questions presque identiques d'une année à l'autre ? Après cette analyse, vous aurez une carte précise du terrain. Vous saurez exactement où concentrer vos efforts. Stratégie 2. Écoutez les indices de votre professeur. Les professeurs laissent constamment des indices sur ce qui sera à l'examen. Ils ne le font pas intentionnellement pour vous aider, c'est juste qu'ils enseignent ce qu'ils considèrent important. Et ce qu'ils considèrent important finit dans l'examen. Prêtez attention quand un professeur répète plusieurs fois le même concept, dit des phrases comme « c'est vraiment important de comprendre que », passe beaucoup de temps sur un sujet particulier, donne des exemples détaillés ou des applications pratiques. Ces signaux vous disent « ça, c'est dans les 20%. » Stratégie 3. Le test blanc avant d'étudier la matière. Voici une stratégie contre-intuitive mais incroyablement efficace. Faites un examen blanc avant d'avoir étudié la matière en profondeur. Oui, vous allez échouer. Oui, vous n'aurez pas les réponses. C'est exactement le but. Ce test blanc va immédiatement révéler quelles questions sont posées, à quel niveau de détail, quels concepts vous maîtrisez déjà, quelles sont vos plus grandes lacunes. Maintenant, quand vous étudiez, vous n'êtes plus dans le brouillard. Vous savez exactement ce que vous devez apprendre et à quel niveau de profondeur. Stratégie 4. La matrice d'importance et difficulté. Voici un outil visuel puissant que j'utilise pour tous mes sujets d'étude. Prenez une feuille et dessinez 4 cadrans. Facile, difficile, importante, cadran 1, cadran 2, peu, cadran 3, cadran 4. Maintenant, placez chaque chapitre ou concept dans un de ces cadrans. Cadran 1, important et facile. Révisez-les rapidement pour vous assurer que vous les maîtrisez. Ne passez pas trop de temps ici, c'est déjà acquis. Cadran 2, important et difficile. C'est là que vous devez passer 80% de votre temps. Ce sont les concepts qui rapportent beaucoup de points, mais que vous ne maîtrisez pas encore. Cadran 3, peu important et facile. Lisez-les une fois rapidement. Si vous avez du temps à la fin, vous y reviendrez, mais ce n'est pas une priorité. Cadran 4, ignorez-les complètement. Je sais, ça fait mal à votre perfectionnisme intérieur, mais passer 5 heures à comprendre un détail obscur qui représente 2 points à l'examen, c'est une terrible utilisation de votre temps. L'art de l'abandon stratégique. Voici peut-être le conseil le plus difficile à accepter pour les étudiants perfectionnistes. Vous devez apprendre à abandonner stratégiquement certaines parties de la matière. Cela ne signifie pas être paresseux ou baisser vos standards. Cela signifie être intelligent avec vos ressources limitées. Si vous avez 20 heures pour vous préparer à un examen, voici 2 scénarios. Scénario A, l'étudiant moyen. Vous essayez de tout couvrir également. Vous passez 1 heure sur chacun des 20 chapitres. Résultat, vous avez une compréhension superficielle de tout, une maîtrise profonde de rien. Scénario B, l'étudiant stratégique. Vous identifiez les 5 chapitres les plus importants et les plus susceptibles d'apparaître à l'examen. Vous passez 3 heures sur chacun jusqu'à les maîtriser parfaitement.
Vous passez les 5 heures restantes à réviser rapidement les autres chapitres. Qui obtiendra les meilleurs résultats? L'étudiant B, sans hésitation. Pourquoi? Parce qu'à l'examen, il maîtrisera parfaitement les questions principales qui représentent la majorité des points. Même s'il ne connaît pas tous les détails secondaires, il aura largement de quoi obtenir une excellente note. L'étudiant A, lui, connaîtra un peu de tout, mais ne maîtrisera rien vraiment. Ses réponses seront toujours incomplètes, approximatives. La loi des rendements décroissants. Il y a un autre principe important à comprendre. La loi des rendements décroissants. Passer de 0% à 80% de maîtrise d'un sujet peut vous prendre 5 heures. Passer de 80% à 90% peut vous prendre 3 heures supplémentaires. Passer de 90% à 95% peut vous prendre 5 heures de plus. Et passer de 95% à 100% peut vous prendre 10 heures de plus. En d'autres termes, plus vous vous approchez de la perfection, plus chaque point de progression supplémentaire coûte cher en temps et en effort. Alors, voici la stratégie optimale. Amenez vos sujets les plus importants à 80-90% de maîtrise. Ne perdez pas de temps à chercher la perfection à 100%. Utilisez le temps économisé pour couvrir d'autres sujets importants. À la fin, vous aurez une maîtrise de 80-90% sur 8 sujets importants, plutôt qu'une maîtrise de 100% sur 2 sujets et 0% sur les 6 autres. Comment appliquer la règle 80-20 concrètement? Voici votre plat d'action étape par étape. Étape 1, l'audit. 30 minutes. Avant de commencer à étudier quoi que ce soit, prenez 30 minutes pour faire un audit complet de votre matière. Listez tous les chapitres, tous les concepts, toutes les compétences que vous devez maîtriser. Pour chacun, posez-vous 3 questions. Quelle est la probabilité que ce sujet apparaisse à l'examen? Haute, moyenne, basse. Combien de points ce sujet pourrait-il représenter? Beaucoup, moyen, peu. Quel est mon niveau de maîtrise actuel? Bon, moyen, faible. Étape 2, la priorisation. 15 minutes. Maintenant, identifiez vos sujets prioritaires. Ce sont ceux qui cochent les cases suivantes. Forte probabilité de tomber à l'examen, représente beaucoup de points, votre maîtrise actuelle est faible ou moyenne. Ces sujets sont votre or, ce sont vos 20%. Étape 3, l'allocation du temps. Divisez votre temps d'étude total comme suit. 70% sur vos sujets prioritaires, les 20% qui comptent, 20% sur les sujets secondaires, moyennement importants, 10% sur une révision rapide du reste, juste pour ne pas être complètement pris au dépourvu. Soyez impitoyable avec cette allocation. Utilisez votre minuteur pour respecter ces proportions. Étape 4, l'étude en profondeur. Pour vos sujets prioritaires, ne vous contentez pas d'une compréhension superficielle. Allez en profondeur. Maîtrisez les concepts fondamentaux. Faites tous les exercices disponibles. Enseignez ces concepts à quelqu'un. Testez-vous sous différentes formes. Votre objectif? Atteindre 85-90% de maîtrise sur ces sujets. Étape 5, la révision stratégique. Pour les sujets secondaires, adoptez une approche différente. Lisez une fois attentivement, faites un résumé d'une page, faites quelques exercices de base. Passez à autre chose. Votre objectif? Comprendre les grandes lignes et être capable de répondre aux questions de base. Le piège de l'égalitarisme académique. Beaucoup d'étudiants tombent dans ce que j'appelle le piège de l'égalitarisme académique. L'idée que tous les sujets méritent la même attention. C'est faux. C'est même contre-productif. Dans le monde réel, dans votre carrière future, vous n'aurez jamais à tout savoir sur tout. Vous devrez identifier ce qui est important, vous concentrer là-dessus et ignorer le bruit. Cette compétence de priorisation est infiniment plus valuable que la capacité à mémoriser des détails sans importance. En appliquant la règle 80-20 à vos études, vous ne faites pas que préparer des examens. Vous développez une compétence de vie essentielle, l'art de distinguer l'important de l'urgent, l'essentiel du superflu. Le paradoxe de l'efficacité. Voici un paradoxe fascinant. En étudiant moins de matière, vous allez en fait apprendre plus. Pourquoi? Parce que la profondeur bat toujours la largeur. Une compréhension profonde de 60% de la matière est infiniment plus utile qu'une connaissance superficielle de 100% de la matière.
La compréhension profonde vous permet de répondre à des questions formulées différemment, d'appliquer les concepts à de nouveaux problèmes, de faire des connexions entre différents sujets, de retenir l'information plus longtemps. La connaissance superficielle, elle, s'évapore à l'examen. Alors oui, il faut du courage pour abandonner certaines parties de la matière. Votre voix intérieure va protester. Mais et si ça tombe à l'examen? Et si je rate des points à cause de ça? Voici votre réponse. Si j'essaye de tout couvrir superficiellement, je vais rater des points sur tout. Si je me concentre stratégiquement, je vais maximiser mes points là où ça compte vraiment. C'est une approche plus mature, plus intelligente et infiniment plus efficace. Astuce 6, le secret que personne ne dit. Nous voici arrivés à la dernière astuce. Et c'est celle-ci qui change vraiment tout. Vous pouvez appliquer toutes les techniques d'apprentissage du monde. Vous pouvez utiliser l'évocation active, la technique Feynman, le Pomodoro, la règle 80-20. Vous pouvez avoir les meilleures stratégies, les flashcards les plus élaborés, le planning d'études le plus optimisé. Mais si vous ignorez ce dernier élément, tout le reste s'effondre. Parce que voici la vérité que personne ne vous dit. Votre capacité à apprendre ne dépend pas seulement de votre technique d'étude. Elle dépend fondamentalement de l'état physique et biologique de votre cerveau. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe vraiment dans votre tête quand vous étudiez. Quand vous lisez un livre, écoutez un cours ou résolvez un problème, des millions de neurones s'activent dans votre cerveau. Ils créent des connexions, des réseaux, des patterns. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ces connexions ne se solidifient pas pendant que vous étudiez, elles se solidifient après. Plus précisément, elles se solidifient pendant votre sommeil. La magie du sommeil. Le sommeil n'est pas juste un temps mort où votre corps se repose, c'est un processus actif et crucial pour l'apprentissage. Voici ce qui se passe pendant que vous dormez. Phase 1, le tri. Pendant le sommeil, votre cerveau trie toutes les informations que vous avez absorbées pendant la journée. Il décide ce qui mérite d'être conservé et ce qui peut être éliminé. Comment décide-t-il? Eh bien, en fonction de l'importance que vous avez accordée à l'information. Si vous avez simplement lu quelque chose passivement, votre cerveau considère que ce n'était pas important. Poubelle. Si vous avez activement travaillé avec l'information, l'avez testée, expliquée, appliquée, votre cerveau enregistre. Ok. Cette personne a vraiment besoin de cette info, je vais la garder. Phase 2, la consolidation. Ensuite, votre cerveau prend les informations qu'il a décidé de garder et les transfère de votre mémoire à court terme vers votre mémoire à long terme. C'est comme déplacer des fichiers d'un dossier temporaire vers un disque dur permanent. Ce processus se produit principalement pendant ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, REM sleep. C'est la phase où vous rêvez, où vos yeux bougent rapidement sous vos paupières fermées. Phase 3, l'intégration. Mais ce n'est pas tout. Votre cerveau ne se contente pas de stocker les informations, il les intègre à vos connaissances existantes, crée des connexions avec ce que vous savez déjà, identifier des patterns. C'est pour cela que vous avez parfois des incidents soudains le matin. Ah, maintenant je comprends. Votre cerveau a passé la nuit à travailler sur le problème pendant que vous dormiez. Le coût réel d'une nuit blanche. Maintenant, imaginez ce qui se passe quand vous faites une nuit blanche avant un examen. Vous pensez, je vais utiliser ces 8 heures supplémentaires pour étudier plus. C'est logique, non? Mais voici ce qui se passe réellement. Vous n'avez pas consolidé ce que vous avez étudié la veille. Toutes ces informations que vous avez apprises hier, elles sont encore en mémoire temporaire, fragiles, prêtes à s'évaporer. Votre capacité de concentration chute drastiquement. Après 24 heures sans sommeil, vos performances cognitives sont équivalentes à quelqu'un avec 0,1% d'alcool dans le sang. Vous êtes légalement ivre, mais sans l'excuse de l'alcool. Votre capacité à former de nouveaux souvenirs est sévèrement compromise. Ce que vous apprenez pendant cette nuit blanche ne sera probablement jamais stocké en mémoire à long terme. Votre rappel d'informations est ralenti. Même les choses que vous savez bien deviennent difficiles à récupérer. C'est comme chercher un fichier dans un ordinateur qui rame. Des études ont montré que des étudiants qui dorment 7-8 heures obtiennent en moyenne des notes supérieures de 10 à 15% par rapport à ceux qui font des nuits blanches, même si ces derniers ont passé plus de temps à étudier.
Lisez cette phrase à nouveau. Dormir vous donne de meilleures notes que d'étudier plus longtemps. C'est contre-intuitif, c'est inconfortable à entendre, mais c'est la vérité scientifique. L'équation du sommeil optimal. Alors, combien devez-vous dormir? La recherche est claire, 7 à 9 heures pour les jeunes adultes. Pas 5 heures, pas 6 heures, 7 à 9 heures. Mais moi je fonctionne très bien avec 5 heures de sommeil. Non. Vous vous êtes habitué à fonctionner en mode dégradé, mais vous ne fonctionnez pas à votre optimum. C'est comme conduire une voiture avec le frein à main légèrement serré. Oui, la voiture avance, mais elle n'atteint jamais sa vitesse maximale, consomme plus d'essence et use prématurément ses pièces. Les cycles de sommeil. Votre sommeil n'est pas uniforme. Il se compose de cycles de 90 minutes environ qui alternent entre sommeil léger, sommeil profond et sommeil paradoxal. Idéalement, vous voulez compléter 5 à 6 cycles complets par nuit, soit 7,5 à 9 heures de sommeil. Voici une astuce pratique. Calculez votre heure de réveil, puis comptez à rebours par intervalle de 90 minutes pour trouver votre heure de coucher idéale. Si vous devez vous réveiller à 7 heures, 5 cycles couchés à 23h30, 6 cycles couchés à 22 heures. Visez à vous endormir à un de ces moments, vous vous réveillerez entre 2 cycles, ce qui est beaucoup plus facile et agréable que de vous réveiller en plein milieu d'un cycle de sommeil profond. Le pouvoir caché de l'exercice physique. Maintenant, parlons du deuxième élément que tout le monde ignore, l'exercice physique. Mais je n'ai pas le temps de faire du sport, je dois étudier. Erreur. Massive erreur. Voici ce que la science nous dit sur l'exercice et l'apprentissage. L'exercice augmente la neurogénèse. Pendant longtemps, on pensait que vous naissiez avec un nombre fixe de neurones et c'est tout. Faux. Votre cerveau crée de nouveaux neurones tout au long de votre vie, principalement dans l'hippocampe, la zone responsable de l'apprentissage et de la mémoire. Et devinez quoi stimule massivement cette neurogénèse? L'exercice physique. Une simple marche de 20 minutes augmente le flux sanguin vers votre cerveau, stimule la production de BDNF, une protéine qui favorise la croissance de nouveaux neurones. L'exercice améliore la concentration. Après 20 à 30 minutes d'exercice modéré, vos niveaux de dopamine, noradrénaline et sérotonine augmentent. Ces neurotransmetteurs améliorent votre humeur, votre motivation et votre capacité de concentration. C'est pour cette raison que vous vous sentez plus alerte et concentré après une session de sport. L'exercice facilite la consolidation de la mémoire. Des études ont montré que faire de l'exercice dans les 4 heures qui suivent une session d'apprentissage améliore significativement la rétention à long terme. Lisez à nouveau. Faire du sport vous donne de meilleures notes que d'étudier plus longtemps. C'est contre-intuitif. C'est inconfortable à entendre, mais c'est la vérité scientifique. Heure avant ensemblement, vous allez tendre dans nos mains. L'exercice aide littéralement votre cerveau à fixer ce que vous venez d'apprendre. Le minimum efficace. Bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de devenir un athlète olympique. Voici le minimum efficace. 20 minutes de marche rapide par jour ou 30 minutes d'exercice modéré 3-4 fois par semaine ou 10 minutes d'exercice intense 3 fois par semaine. C'est tout. Ce petit investissement va multiplier l'efficacité de toutes vos heures d'études. Pensez-y comme ça. Si vous étudiez 4 heures avec un cerveau sous-optimal, vous obtenez peut-être l'équivalent de 2 heures de travail efficace. Si vous prenez 30 minutes pour faire de l'exercice, puis étudiez 3,5 heures avec un cerveau optimisé, vous obtenez l'équivalent de 4 heures de travail efficace. Vous avez économisé du temps tout en obtenant de meilleurs résultats. L'alimentation, le carburant de votre cerveau. Parlons rapidement d'un troisième facteur, ce que vous mangez. Votre cerveau consomme 20% de votre énergie totale. Il a besoin de carburant de qualité. Ce qui aide votre cerveau, acides gras oméga 3, poissons gras, noix, antioxydants, baies, légumes colorés, protéines de qualité, hydratation constante, votre cerveau est 75% d'eau. Ce qui nuit à votre cerveau,
sucre raffiné, le crash énergétique est terrible, excès de caféine, l'anxiété ne facilite pas l'apprentissage, repas trop lourds, votre sang va vers la digestion, pas vers le cerveau. Déshydratation, même légère, elle réduit les performances cognitives. Je ne dis pas que vous devez devenir un moine ascète qui ne mange que des graines et médite 4 heures par jour, mais faites attention aux extrêmes. Ne passez pas vos journées à grignoter des chips et boire du Red Bull. Votre cerveau mérite mieux que ça. La gestion du stress. Dernier point crucial, le stress chronique détruit littéralement votre hippocampe. Le cortisol, l'hormone du stress, en petite dose est utile. Il vous aide à vous concentrer, à être alerte, mais en excès chronique, il devient toxique pour votre cerveau. Il réduit la neurogénèse, affaiblit les connexions neuronales et nuit à votre capacité d'apprentissage. Comment gérer le stress pendant les périodes d'examen ? Respiration profonde, 5 minutes de respiration consciente réduisent significativement le cortisol. Contact social, parler avec des amis, rire, partager vos inquiétudes, c'est thérapeutique. Perspective, cet examen est important, mais ce n'est pas toute votre vie. Dans 5 ans, vous vous en souviendrez à peine. Préparation, le meilleur anti-stress, savoir que vous êtes bien préparé grâce à toutes les techniques que nous venons de voir. La routine de l'étudiant optimal. Laissez-moi vous donner un exemple de journée optimisée pour l'apprentissage. 7 heures, réveil après 8 heures de sommeil. 7h15, exercice léger, 20 minutes de marche ou yoga. 7h45, petit déjeuner équilibré, avec protéines. 8h30, première session d'études, 2 pomodoro, 1 heure. 9h30, pause active, marche, étirement. 10h, deuxième session, 2 à 3 pomodoro. Midi, léger déjeuner. 12h30, sieste de 20 minutes, optionnel mais puissant. 13h, temps libre, socialisation, loisirs. 15h, troisième session, 2 à 3 pomodoro. 17h, exercice, sport, gym, course. 18h, temps libre. 20h, révision légère, flashcard, 1 pomodoro. 21h, routine du soir, relaxation, lecture plaisir. 22h30, coucher. Remarquez, seulement 5 ou 6 heures d'études intenses, mais c'est de l'étude de qualité avec un cerveau optimisé. C'est infiniment plus efficace que 10 heures d'études avec un cerveau épuisé, mal nourri et privé de sommeil. Le cercle vertueux. Voici ce qui est magnifique. Ces éléments se renforcent mutuellement. Quand vous dormez bien, vous avez l'énergie pour faire de l'exercice. Quand vous faites de l'exercice, vous dormez mieux. Quand vous dormez bien et faites de l'exercice, vous êtes moins stressé. Quand vous êtes moins stressé, vous étudiez plus efficacement. Quand vous étudiez efficacement, vous obtenez de bons résultats. Quand vous obtenez de bons résultats, vous êtes moins stressé. C'est un cercle vertueux qui s'auto-alimente. Mais il faut avoir le courage de commencer. Le courage de fermer votre livre plus tôt pour aller dormir. Le courage de prendre 30 minutes pour faire de l'exercice, même si vous n'avez pas le temps. Ces décisions semblent contre-productives à court terme. Je pourrais utiliser ce temps pour étudier plus, mais à moyen et long terme, elles multiplient votre efficacité par 2, voire par 3. Le test ultime. Voici comment savoir si vous prenez soin de votre cerveau correctement. Posez-vous ces questions. Est-ce que je me réveille reposé la plupart du temps ? Est-ce que je peux me concentrer facilement pendant mes sessions d'études ? Est-ce que je me souviens de ce que j'ai étudié il y a quelques jours ? Est-ce que j'ai de l'énergie stable tout au long de la journée ? Si vous répondez non à ces questions, le problème n'est pas votre technique d'étude. Le problème est que vous demandez à un cerveau sous-optimal de performer à un niveau optimal. C'est comme demander à une voiture de course de gagner avec seulement 2 cylindres qui fonctionnent. Peu importe le talent du pilote, la voiture ne peut pas donner son maximum. Le défi des 30 jours. Voici mon défi final pour vous. Pendant 30 jours, engagez-vous à dormir 7-8 heures chaque nuit, faire 20 minutes d'exercice par jour, boire 2 litres d'eau, éviter l'excès de sucre et de caféine. C'est tout. Continuez à étudier avec les techniques que nous avons vues, mais ajoutez ces 4 habitudes. Je vous garantis que vous allez remarquer une différence spectaculaire. Non seulement dans vos résultats académiques, mais dans votre énergie, votre humeur, votre bien-être général. Parce que voici le secret ultime. Vous n'étudiez pas juste pour passer des examens. Vous développez votre cerveau pour toute une vie d'apprentissage et de croissance. Et un cerveau bien entretenu est votre plus grand atout, bien plus que n'importe quelle technique ou astuce.
Nous voici arrivés à la fin de ce voyage à travers les secrets d'un apprentissage efficace. Faisons une pause et regardons le chemin parcouru. Vous vous souvenez de Marie au début de cette vidéo? Celle qui était coincée à minuit, stressée, relisant ses notes pour la 5e fois sans rien retenir? Imaginez maintenant une version différente de cette histoire. C'est 19 h. Marie vient de terminer sa 3e session Pomodoro de la journée. Elle a étudié pendant seulement 2h30 aujourd'hui, mais elle a fait plus de progrès qu'en une semaine de révision traditionnelle. Elle a utilisé l'évocation active, se testant constamment. Elle a expliqué les concepts à voix haute, comme si elle enseignait à un enfant. Elle a identifié les 20% de la matière qui compte vraiment et s'est concentrée là-dessus avec une intensité laser. Elle se sent confiante, pas stressée. Elle sait ce qu'elle sait et elle sait ce qu'elle ne sait pas encore. Elle a un plan clair pour les prochains jours. Et maintenant, elle va faire 30 minutes d'exercice, manger un bon repas, passer du temps avec ses amis et se coucher à 22h30 pour obtenir ses 8 heures de sommeil. Demain, son cerveau aura consolidé tout ce qu'elle a appris aujourd'hui. Elle se réveillera reposée, avec de nouvelles connexions neuronales solidement ancrées dans sa mémoire. C'est ça la différence entre étudier dur et étudier intelligemment. Votre feuille de route, les 6 piliers de l'apprentissage optimal. Récapitulons les 6 techniques que nous avons explorées. Je veux que vous les écriviez, que vous les accrochiez au-dessus de votre bureau, que vous les consultiez chaque jour. Pilier 1. Trompe ton cerveau avec la règle des 20 minutes. Ne te dis jamais « je vais étudier pendant des heures ». Engage-toi pour juste 20 minutes. Lance un minuteur. Une fois que tu as commencé, tu continueras naturellement. Le plus dur, c'est toujours de commencer. Pilier 2. Enseigne ce que tu apprends. Explique chaque concept comme si tu parlais à un enfant de 5 ans. Utilise tes propres mots, jamais du jargon. Les endroits où tu bloques égalent ce que tu dois revoir. Si tu ne peux pas l'expliquer simplement, tu ne le comprends pas vraiment. Pilier 3. Teste-toi plutôt que relire. L'évocation active est 50% plus efficace que la relecture. Ferme ton livre et écris tout ce dont tu te souviens. Utilise des flashcards intelligemment. Cherche vraiment avant de regarder la réponse. Fais des examens blancs avant même d'avoir fini d'étudier. L'effort de récupération est ce qui crée l'apprentissage durable. Pilier 4. Utilise le pouvoir du minuteur. 25 minutes de travail intense plus 5 minutes de pause. Le compte à rebours crée une urgence artificielle. Petite session égale 0 burn-out. Tu transformes l'étude d'un marathon en une série de sprints gérables. Pilier 5. Applique la règle 80-20. 80% de tes résultats viennent de 20% de ce que tu étudies. Identifier les concepts fondamentaux qui reviennent constamment. Passe 70% de ton temps sur ces 20% critiques. Aie le courage d'abandonner stratégiquement les détails sans importance. La profondeur bat toujours la largeur. Pilier 6. Optimise ton cerveau. Dors 7-8 heures, c'est pendant le sommeil que ton cerveau consolide l'apprentissage. Fais 20 minutes d'exercice par jour, cela stimule la neurogénèse. Hydrate-toi et mange intelligemment, ton cerveau a besoin de carburant de qualité. Gère ton stress. Le cortisol chronique détruit ta capacité d'apprentissage. Un cerveau bien entretenu vaut mieux que toutes les techniques du monde. Le changement commence maintenant. Vous avez maintenant toutes les clés en main. Vous connaissez les secrets que les meilleurs étudiants du monde utilisent quotidiennement. Mais voici la question cruciale. Allez-vous les appliquer? Parce que regarder cette vidéo ne changera rien si vous ne passez pas à l'action. Vous pouvez acquiescer en disant « Oui, c'est intéressant, ça a du sens », puis retourner à vos vieilles habitudes demain. Vous pouvez décider, là, maintenant, que les choses vont changer. Le défi des 7 jours. Voici ce que je vous propose. Engagez-vous pour 7 jours. Une seule semaine. Pendant 7 jours, utilisez le minuteur pour toutes vos sessions d'études. Testez-vous activement au lieu de relire passivement. Dormez 7-8 heures chaque nuit, faites 20 minutes d'exercice par jour. Juste 7 jours. C'est gérable, non? À la fin de cette semaine, comparez vos résultats avec vos semaines précédentes. Combien avez-vous retenu? Comment vous vous sentez? Quel est votre niveau de stress? Je suis prêt à parier que vous allez voir une différence si significative que vous ne voudrez plus jamais retourner en arrière.
un dernier mot. L'apprentissage n'est pas une compétition de qui peut passer le plus d'heures assis à un bureau. Ce n'est pas une médaille d'honneur de se vanter de ses nuits blanches ou de son burn-out. L'apprentissage véritable, c'est l'art de transformer l'information en compréhension, la compréhension en connaissance et la connaissance en sagesse. C'est un processus qui respecte comment votre cerveau fonctionne réellement, pas comment vous pensez qu'il devrait fonctionner. C'est un processus qui honore votre bien-être, parce qu'un étudiant épuisé, stressé et malheureux n'apprend pas bien, peu importe combien d'heures il passe à étudier. Vous méritez mieux que le cycle infernal de la procrastination, du stress et des résultats décevants. Vous méritez de découvrir le plaisir d'apprendre vraiment, de comprendre profondément, de vous sentir compétent et confiant. Et maintenant, vous avez les outils pour y arriver. Alors allez-y. Fermez cette vidéo. Prenez votre minuteur, choisissez un sujet. Et commencez. Juste 20 minutes. C'est tout ce qu'il faut pour lancer le mouvement. La transformation de votre vie d'étudiant commence maintenant, à cet instant précis. Êtes-vous prêt? Fiche récapitulative à imprimer. Les 6 piliers de l'apprentissage optimal. Pilier 1. La règle des 20 minutes. Engage-toi pour de courtes sessions. Lance un minuteur. Commence maintenant. Pilier 2. Enseigne ce que tu apprends. Explique comme à un enfant de 5 ans. Utilise tes propres mots. Pilier 3. Teste-toi constamment. Évocation active, flashcards, examen blanc. 0 relecture passive. Pilier 4. Utilise le minuteur Pomodoro. 25 minutes de travail intense plus 5 minutes de pause. Crée une urgence artificielle. Pilier 5. Applique la règle 80-20. Identifie les 20% qui comptent, concentre 70% de ton temps dessus. Pilier 6. Optimise ton cerveau. Dors 7-8 heures, fais 20 minutes d'exercice, hydrate-toi, mange bien, gère le stress. La routine du quotidien optimale. Réveil reposé après 8 heures de sommeil, 20 minutes d'exercice le matin, 2 ou 3 sessions Pomodoro le matin, concentration maximale. Déjeuner léger et hydratation constante, 2 ou 3 sessions Pomodoro l'après-midi, exercice physique en fin d'après-midi, une session légère de révision le soir, flashcards. Coucher heure fixe pour 8 heures de sommeil. Rappel crucial, la qualité bat toujours la quantité. 3 heures d'études concentrées avec un cerveau optimisé valent mieux que 10 heures d'études distraites avec un cerveau épuisé. Vous avez maintenant entre vos mains un système complet pour transformer votre façon d'étudier et d'apprendre. Ce n'est pas de la théorie vague ou des conseils génériques, c'est un système basé sur des décennies de recherche en neurosciences et en psychologie cognitive, testé et validé par des millions d'étudiants. Si vous appliquez ne serait-ce que 2 ou 3 de ces techniques, vous allez voir une amélioration mesurable de vos résultats. Si vous les appliquez toutes, vous allez littéralement transformer votre vie d'étudiant. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas en compétition avec les autres étudiants, vous êtes en compétition avec la version de vous-même d'hier. Chaque jour que vous appliquez ces principes, vous devenez une meilleure version de vous-même, plus efficace, plus confiant, plus compétent. Et cette compétence à apprendre efficacement, elle ne vous servira pas seulement pour vos examens universitaires, elle vous suivra toute votre vie, dans votre carrière, dans vos projets personnels, dans tout ce que vous entreprendrez. Alors prenez ces outils, utilisez-les, expérimentez, adaptez-les à votre situation unique et regardez votre vie se transformer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre engagement jusqu'ici montre que vous êtes sérieux au sujet de votre réussite. C'est déjà un pas énorme dans la bonne direction. Maintenant, c'est à vous de jouer. Le succès vous attend. Il vous suffit de faire le premier pas. Allez-y, commencez. Maintenant.